Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements. Débat. Décryptage. Édition spéciale. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Scanner. Le Scanner qui vous parvient tous les jours quand il est 9h en temps universel. Merci de nous suivre un peu partout à travers le pays. Merci de nous suivre à Kindia, à Mamou, à Gérékouré, à Farana. Merci de nous écouter du côté de Cancan. Merci de votre fidélité du côté de la région de l'Abbé. Au menu de ce lundi, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à l'inauguration du nouveau pont de Tanéné, une infrastructure stratégique visant à améliorer la circulation et à stimuler les échanges économiques dans la région. La cérémonie s'est déroulée ce dimanche 27 avril 2025 en présence de plusieurs responsables militaires et civils, notamment de membres du CNRD. Long de 126 mètres, ce pont a 2 voies et de tube mixte, doté d'une double poutre longitudinale en acier, vous allez le comprendre, et d'un tablier en béton. Il intègre également un poste de péage, une station-service et une aire de repos, plus précisément côté Conakry. Et puis, le Conseil national de la transition a adopté ce vendredi 25 avril 2025 une loi spéciale pour la tenue du référendum constitutionnel du 21 septembre prochain. C'est un instrument juridique qui fixe les modalités d'organisation, le fonctionnement et la réglementation du processus référendaire, initiative portée par le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation. Une nouvelle loi qui précise les conditions requises pour être électeur, le rôle de la haute autorité de la communication, mais aussi un organe chargé de l'organisation du scrutin dont la mission est d'appliquer les textes législatifs et réglementaires, mais aussi le fichier électoral, entre autres. Analyse à suivre sur ce plateau. Au Mali, après avoir contrainte d'ajourner un meeting de restitution en milieu de semaine, plusieurs formations politiques ont rallié la maison de la presse y arrive pour se faire entendre. Il s'agit entre autres d'Oumar Ibrahim Touré de l'APR, Mahmoud Oumarou Sidibé du Forum de partis et mouvements politiques ou encore Maître Muntagatal du M5 RFP. La dérive et l'amateurisme créeront des conséquences irréversibles dans un contexte de conjoncture et de pauvreté accrue de population, ont-ils lancé, et de poursuivre. Les partis politiques rencontreront toutes les autorités morales, associations et syndicats qui seront pris à témoin pour une mobilisation. Nous serons attentifs aux conclusions de l'étape nationale suite auquel nous établirons un plan d'action, ont-ils menacé, avant d'inviter leurs camarades à se mobiliser. Faut-il craindre une nouvelle escalade politique au Mali? Analyse à suivre dans cette émission. Dans le monde, décédé le 21 avril dernier, les funérailles du pape François ont été organisées ce samedi à la place de Sainte-Pierre du Vatican, réunissant pas moins de 400 000 fidèles et de nombreux dirigeants du monde venus assister à ses obsèques pour lui rendre un dernier hommage. Que peut-on retenir de cet hommage légendaire? Nous aurons bout de fil depuis Vatican, Père Stani Kambassi. Voilà le menu de ce lundi. Merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement. C'est parti pour 90 minutes de débat avec vous, Mohamed Loba, bonjour. Bonjour Yahya Diallo, bonjour à tous. Yam Chachek, bonjour. Bonjour Yahya, bonjour à tous.
Eh bien, Yam Chachek, le pont de Tanene, pour commencer très rapidement, le pont de Tanene a été inauguré ce dimanche 27 avril 2025. Et puis voilà, c'est le nom du général Mamadi Doumbouya qui a été donné, il faut le dire comme ça, en français facile, à cet ouvrage-là. Désormais, le pont général Mamadi Doumbouya. Le pont est baptisé le général Mamadi Doumbouya. Pour vous dire qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se réaliser, en tout cas sur le terrain des infrastructures routières, depuis l'arrivée des militaires du CNRD au pouvoir, parce que c'est un secret quand même de polichinelle sur ce secteur-là. Il faut accepter que le boulot est en train d'être fait. Vous vous rappelez, avec les différents échangeurs qui sont un peu partout construits, l'échangeur Paul Kagame du côté du kilomètre 36, on a l'échangeur de Bambeto qui est en train de sortir sous la terre, et bientôt les travaux vont finir de l'autre côté. Vous vous rappelez aussi les 4 ponts, les 4 anciens ponts de Tanene qui avaient causé beaucoup de mal de par leur vétusté. En tout cas, depuis 1957, le temps colonial, le pont qui a été construit par l'administration coloniale, et ça a duré depuis, ça a causé beaucoup de tort aux usagers. On a connu, en tout cas pour tous ceux qui ont pratiqué, tous les usagers qui ont pratiqué ce tronçon d'Oubreka, Tanene jusqu'à Fria, en passant par d'autres communes rurales. On sait combien de fois le calvaire était énorme. À un certain moment, il fallait bloquer l'autre tronçon pour permettre de l'autre côté de passer. C'est-à-dire que si c'est Conakry qui passe, on bloque carrément ceux qui quittent Fria ou ceux qui quittent de l'autre côté Tanene. On bloque ces usagers-là en attendant que les autres passent. Donc, en fait, c'était à des heures. Il y avait des heures de passage qui ont été définies tellement que les 4 ponts étaient sur le point de céder. Alors, bonne nouvelle, le régime militaire, après le coup d'État, est venu et on a pensé à remettre les choses en place. Beaucoup d'infrastructures routières ont été réalisés, mais le pont à pesage et à péage de Tanene, c'est une première. C'est une première en République de Guinée, une telle infrastructure. On a connu, et voilà, vu de par comment je peux dire ça, vu de par sa nouveauté. Je voulais dire de par sa nouveauté en français facile, c'était le mot que je voulais chercher. De par sa nouveauté, le pont porte aussi le nom du général Mamadi Doumbouya, comme si c'est pour vous dire que c'est une première. Et vous vous rappelez, les travaux ont été lancés le 18 janvier 2023. Donc, dans un intervalle de 2 ans environ, on a pu mettre tout à exécuter tout mettre en place, et donc vivement remplacer l'ancien pont qui a été construit, je le disais, depuis les années 1950 par l'administration coloniale. Et pour vous dire que Yaya, ce nouvel ouvrage marque une avancée majeure dans la modernisation du réseau routier, parce qu'on le sait, depuis des moments, il y avait beaucoup d'infrastructures comme ça qui étaient sur le point de céder. Justement. Donc, notamment les 4 ponts de Tanene aujourd'hui qui sont devenus un pont unique. Alors, un pont moderne de 126 mètres de long avec 2 voies, 7,5 km de route bitumée servant de voie d'accès. 1,2 km de route communautaire également, avec un poste de pesage et de péage routier de dernière génération, doté de 8 voies avec cabine. Les images en direct. Les images également en direct, on le voit. Un poste de sécurité également, un bâtiment administratif, des toilettes publiques et d'autres aménagements annexes. C'est pour vous dire les témoignages qui ont été faits. Déjà, la mobilisation à travers la mise en œuvre de ce projet, de ce pont. Il y a eu beaucoup de mobilisation, non seulement des cadres de l'administration, du gouvernement, des membres du CNRD. C'était vraiment une sorte de fête, en tout cas des membres des institutions, s'il faut le dire, républicaines. C'était une sorte de fête hier, et surtout, la dernière nouvelle, c'est que le pont porte, cet édifice porte le nom du général Mamadi Doumbouya, et l'intervention du ministre des infrastructures
des ministres des Travaux publics et des infrastructures, le département auquel il faut adresser des salutations à travers, justement, à travers le fonds d'entretien routier qui a financé d'ailleurs ce projet-là. Et donc, le ministre Mamadou Abdoulaye Diallo avait rappelé que ce passage permettra de préserver, surtout le paysage, je vais dire, permettra de préserver la chaussée en régulant la circulation des véhicules en surcharge et garantissant ainsi sécurité et longévité des infrastructures. Ce nouveau pont et ses ouvrages connexes et permettront, selon lui, d'assurer la facilitation de la circulation des biens et des services, chose qui est un fait, on le sait. L'amélioration également de la fluidité du trafic routier. Il y a aussi la réduction significative des temps de transport et surtout de soutenir la dynamique des activités économiques dans la zone. On parle de la réduction significative de temps de transport. J'ai commencé par vous le dire. Justement. Pour ceux qui ont pratiqué à un certain moment cette route-là, on sait que le calvaire était de taille. Alors aujourd'hui, cette bonne nouvelle pour tout le peuple de Guinée, pour tous les usagers. En tout cas, chapeau au régime CNRD dans ce cas de figure, même s'il reste beaucoup à faire. Justement, il reste beaucoup à faire, mais il faut le dire que du point de vue infrastructure, il y a eu des avancées, Mohamed Loba. C'est ce pragmatisme-là quand même qu'il faut louer à l'homme et il faut vraiment le saluer. Tout ce que j'apprécie de ce régime-là, c'est ce pragmatisme, surtout dans la réalisation des infrastructures. Vous le savez, la plupart, disons, des régimes en Afrique, si on vient au pouvoir, on détruit tout. D'abord, on dit non, il faut recommencer à zéro, il faut construire ce que nous-mêmes, que les choses qui vont porter notre nom, ou bien en tout cas quand même, où notre nom sera associé entièrement du début à la fin en termes de construction. Le CNRD est arrivé au pouvoir en septembre 2021. Il y avait beaucoup de projets qui étaient déjà là. Qui dormaient, qui étaient en train de sommeiller dans les, disons quand même, dans les tiroirs. Eh bien, c'était des projets notamment de construction, c'est-à-dire de réalisation d'infrastructures ou d'autres projets quand même connexes. Le CNRD s'est dit, il faut continuer ces projets-là dont les financements quand même étaient presque acquis. Ils ont tout fait pour obtenir ces financements-là. Et aujourd'hui, le pragmatisme a fait de telle sorte que c'est devenu facile. Aujourd'hui, la réalisation d'infrastructures, le CNRD est en train de démystifier, c'est-à-dire ces différentes réalisations pour dire combien de fois, si la volonté y est, la facilité s'impose docilement. On va commencer d'abord par la réalisation même des passerelles métalliques. C'est vrai que cela a commencé au temps d'Alpha Condé, mais l'accélération qu'on y a mise, c'est-à-dire au temps du CNRD, c'est-à-dire il n'y a même pas de comparaison. Honnêtement, c'est qu'aujourd'hui, à chaque point stratégique où il y avait assez d'accidents, c'est-à-dire dans les années antérieures, aujourd'hui, vous allez trouver que la réalisation, vous allez voir ces passerelles métalliques là aujourd'hui, c'est-à-dire qui poussent quand même un peu partout. À chaque disons 20 km ou 10 km, en tout cas à chaque point stratégique où avant il y avait des accidents, vous allez trouver ces ponts, ces passerelles métalliques qui sont érigées. Ça c'est un véritable pragmatisme. Même si l'incivisme fait qu'aujourd'hui, l'incivisme parce que les citoyens ne passent pas sur ces passerelles-là. Évidemment, souvent on laisse ces passerelles et puis voilà, on préfère tout simplement traverser et puis ce qui nous expose à des cas d'accident, notamment malheureusement qui surviennent à chaque moment. Par rapport à la réalisation de ces échangeurs, prenons l'exemple sur le cas Bambeto, dont le lancement quand même s'est fait il y a juste, je crois, 1 ou 2 ans. Et aujourd'hui, allez-y voir le niveau d'exécution de ces travaux. Je crois que ce qui reste maintenant, c'est d'appeler pour son inauguration, parce que presque c'est à terme. Parlant justement de ce point, il faut dire que celui-ci, les fonds étaient déjà acquis sous le régime d'Alpha Condé, il faut le rappeler. C'est ce que je dis. J'ai commencé par cela. Il y a la plupart des infrastructures aujourd'hui qui sont en train d'être réalisées. Une précision pour nos téléspectateurs. Évidemment, voilà, il faut les le rappeler. fonds étaient presque acquis, ou les financements étaient presque acquis. Mais ça veut dire que quand même les projets où souvent on nous a habitués à cela, Yaya Diallo. On peut même avoir des financements et la réalisation pose problème. Justement. Il y a des infrastructures ici. On parlait tantôt disons du stade de Nongo,
qui est vraiment le fruit d'une amitié. Voilà. Il faut même dire que c'est une offrande. On nous a juste dit de finir, c'est-à-dire d'achever les travaux qui étaient presque finis. On est incapable aujourd'hui, jusqu'à présent. Ça veut dire, ce pragmatisme-là, il faut le louer. Concernant cette autre infrastructure réalisée à Tanene, pour ceux qui connaissent réellement cette route-là, avec ces 4 ponts métalliques qui étaient là, dont le pansement était fait, je crois, saisonnièrement, ou je ne sais pas, en tout cas 2 mois ou chaque mois, c'était un calvaire. Vous pouvez venir et passer toute une journée là, à attendre, parce que tout simplement, il y a le pansement qui est en train d'être fait pour ces ponts métalliques. Un danger aussi qui guette les usagers. Un danger. Vous passez sur ces ponts métalliques, c'est vrai qu'ils nous ont quand même servi depuis, on parle du temps colonial. On l'a rappelé, Cheikh l'a rappelé. Seulement que le bruit, ça vous met à l'agonie. Le bruit seulement, le bruitage sur ces ponts métalliques, vous allez vous dire que non, bientôt ça va tomber. Il y a un moment donné ici où il y avait des véhicules, notamment des gros porteurs, qui quand même étaient souvent au bord quand même, disons, au bord du danger, parce qu'à chaque fois, il y avait des trous qui se creusaient là. À chaque fois, il y avait d'autres problèmes, notamment liés, disons, à l'entretien de ces ponts-là, qui se posaient. Aujourd'hui, je crois que la réalisation de cet autre pont unique, ça va nous exempter quand même de tous ces problèmes-là que nous avons connus dans le passé. Ce qu'il faut aujourd'hui dire, c'est, je crois, encourager ce régime et pour d'autres infrastructures qui restent aujourd'hui à réaliser ou dont les travaux ont été lancés, notamment le bitumage des routes et autres. Bien. Cheikh, revenons un peu sur cette nouveauté, puisqu'on parle de nouveauté quand même dans le cadre de cet ouvrage-là. La nouveauté aussi, c'est la fin de tout ce qui est fraude dans le cadre du transport. Les gros poids qui doivent passer doivent s'acquitter d'un devoir en fonction du poids justement de ce camion-là, ou du contenu. Non, mais justement, c'est ça. Tout ça, c'est pour vous dire que il y a vraiment une organisation derrière. Donc, un pont à péage surtout. C'est ça la grande nouveauté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui ont été mis en place pour que tout fonctionne. À la normale, vous pouvez comprendre qu'il n'y a rien, que le nom quand même qui porte le nom de notre président, on ne peut pas quand même laisser les choses passer comme ça. Donc, il faut un contrôle strict. Il faut vraiment veiller sur le trafic routier. C'est ce qui a été dit, ça a été rappelé, même hier lors de la cérémonie d'inauguration. On en a vu, on en a entendu dans les discours. Et aujourd'hui, vraiment, le pont à péage de Tanene est une nouveauté. Et ça fait aujourd'hui la fierté du régime Mamadi Doumbouya, parce que au-delà de c'est un début, les autres en ont plus de 4 comme ça. Au-delà de sa nouveauté, il faut comprendre que tous ces projets ont été annoncés ou ont été en tout cas premièrement annoncés sous l'ancien régime. Mais aujourd'hui, la finalité, on connaît le pragmatisme du régime. Mohamed était en train de le parler tout à l'heure. Et donc, on peut espérer mieux, mais ce qu'il faut ajouter, c'est l'entretien surtout, parce que le bijou, il est vraiment énorme de valeur, il est grand de valeur. Justement. Et donc, pour que cela puisse se pérenniser, il faut vraiment l'entretien. Et je crois qu'il a eu toutes les décisions et tous les paramètres, en tout cas pour cela, pour réussir ce pari, puisqu'il ne s'agit pas seulement de doter les Guinéens de tels bijoux, l'entretien, il va de mise. Bien, on va suivre justement cet extrait d'Ansou Bailo Baldé, notre envoyé spécial de ce côté, ce dimanche 27 avril 2025, du côté de Tanene. Autant pour nous de le recevoir dans ce studio. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement.
L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. En effet, les 4 anciens ponts métalliques de Tanéné, depuis leur construction en 1957, ont assuré le passage sur le fleuve Congouré. Cependant, avec le temps et l'usage des ouvrages survenus, sont devenus vétustes, inadaptés aux réalités de notre époque, mettant sérieusement en péril leur stabilité et la sécurité de nos concitoyens. Chacun de nous a en mémoire les interminables embouteillages de traversées des 4 ponts, parfois des heures à attendre, perturbant gravement la vie économique dans la région, qui représente un axe névralgique pour notre économie. Et les travaux d'entretien récurrents ne permettaient plus de maintenir cet ouvrage dans un bon état de service. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'inauguration du pont de péage justifie donc la présence en ces lieux en ce jour symbolique. Elle réalise cette promesse du président de la République qui respecte ainsi, comme à son habitude, son engagement. Par sa vision audacieuse du Simandou 2040 et sous le leadership inspirant du véritable bâtisseur pour notre chère Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, nous rappelle, si besoin, que nous sommes les architectes de notre propre avenir. Nous devons investir dans nos infrastructures, car elles sont les fondations sur lesquelles reposent nos rêves. C'est donc avec une immense fierté, un profond sens de responsabilité, empreint de beaucoup d'humilité, que l'honneur me revient de tenir devant vous pour cette allocution. Nous célébrons un moment historique, non seulement pour nos populations, mais pour toute la nation guinéenne. Après 2 années de travaux, le pont unique à péage est enfin prêt à recueillir ses premiers véhicules ce dimanche 27 avril 2025. Nous posons les yeux sur une réalisation qui symbolise non seulement notre capacité à bâtir, mais aussi la détermination d'un leader prêt à avancer ensemble avec son peuple. Ce pont ne sera pas seulement une structure de béton et d'acier, mais c'est un symbole de notre engagement à connecter nos communautés, à surmonter les obstacles et surtout à bâtir un avenir meilleur pour tous. Excellence, Monsieur le Président, désormais à Tanéné, sur le fleuve Congouré, surplombe un majestueux ouvrage de franchissement. Situé en amont des 4 ponts métalliques, le pont unique de Tanéné, comme il convient de l'appeler pour l'instant, allie confort, sécurité et modernité. Ainsi, l'infrastructure que nous avons l'honneur d'inaugurer ce jour se compose d'un pont moderne de 126 mm de longueur, en 2 fois 1 voie, symbole d'une transition entre un héritage du passé et une ambition résolument tournée vers le futur. 7,5 km de route bitumée servant de voies accès et 1,2 km de route communautaire. Un poste de péage et pesage routier de dernière génération, doté de 8 cabines, un poste de sécurité, un bâtiment administratif, des toilettes grand public et autres aménagements connexes. La mise en place du système de péage-pesage routier est une avancée majeure pour notre pays. Le péage contribuera au financement durable de l'entretien de nos routes. Le pesage, quant à lui, permettra de préserver la chaussée en régulant la circulation des véhicules en surcharge et en garantissant une sécurité de longévité à nos infrastructures. Direct, événement. Débat. Décryptage.
Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Ansou Bailo Baldé, vous étiez hier au compte de Kavi Media. On a vu cette cérémonie quand même grandiose qui a sanctionné l'inauguration de cet ouvrage. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bonjour Monsieur Diallo et bonjour à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs de Kavi Media. Merci. Oui, je confirme, je suis témoin, en tout cas à double face, de en tout cas de cet ouvrage. C'est à la pose de la première pierre, j'y étais. C'était un 18 janvier 2023. C'était pas en tout cas au compte de Kavi, mais j'y étais. J'étais témoin. Et hier encore, ce 27 avril 2025, j'étais là, en tout cas pour assister à la cérémonie inaugurale de ce bijou, en tout cas infrastructurel et d'intérêt national. Il vous souviendra que ce jour 2023, les travaux ont été lancés. C'était le président était annoncé, en tout cas pour la pose de la première pierre. Et on est allé passer la nuit, en tout cas à cette occasion, puisqu'il était annoncé à 7 h, mais on est resté jusqu'à 15 h. Mais c'est le Premier ministre à l'époque, Bernard Goumou, qui était venu finalement pour procéder au lancement des travaux. Et cette fois-ci, le président a jugé nécessaire d'y aller lui-même pour en tout cas faire l'inauguration, ce qui fut fait. Et le général Mamadi Doumbouya était là, et malgré que depuis l'annonce de son arrivée, les populations étaient là, et grandement mobilisées pour en tout cas voir le président. C'est pas donné à toutes les occasions de le voir. Donc, ce qui fait que l'intérêt était grand, en tout cas de parler de cette inauguration. Et malgré le soleil, et les gens étaient là, et avec la sécurité, mais les gens ont tenu en tout cas à voir le général Mamadi Doumbouya faire cette inauguration. On était là, nous, la presse, fortement mobilisée, presse privée, presse publique, et avec la DCI. On était tous là, sous le soleil. Je vous avoue que c'était une cérémonie vraiment, malgré, c'est pas tout ce qu'on peut dire que oui, c'est bon, mais il y a des difficultés à des moments, mais il faut saluer en tout cas l'enthousiasme qui a caractérisé la cérémonie, parce que l'organisation était bien là, et malgré qu'on nous a, nous de la presse privée, et à un certain moment, on nous a fait des limites. Oui, on peut comprendre. On vous a limité dans vos mouvements. Effectivement, parce qu'au niveau de la coupure du ruban, on était bloqué. C'est seulement la DCI qui a eu accès. Et même peut-être l'annonce officielle du nom du pont n'a pas été de façon officielle devant, en tout cas pendant les discours. Nous, c'est arrivé à Conakry, on a appris que le nom est baptisé Général Mamadi Doumbouya. Donc même la distance là où, puisque c'est au niveau de poste de péage, où le ruban a été coupé. Et de là jusqu'au niveau du pont, c'est des kilomètres qu'il faut parcourir. Et donc, nous, on n'a pas eu la chance d'aller jusque là-bas, parce que voilà, les véhicules n'étaient pas autorisés, en tout cas, à passer. Seulement le président qui a eu, en tout cas, l'autorisation de passer avec sa délégation. Donc, nous, c'est arrivé à Conakry, on a appris que le nom est attribué au général Mamadi Doumbouya. Alors justement, vous avez été témoin oculaire du début à la fin. C'est que lors du lancement du projet jusqu'à l'inauguration aujourd'hui, après 2 années des travaux, justement, alors on voit un pont à péage, un pont unique à péage de par les images. Beaucoup en tout cas n'ont pas aussi eu la chance d'être sur place comme vous. Alors loin de près, vous avez pu observer. Est-ce que, moi ma question, c'est la même beauté sur les images, ce pont? Oui, effectivement, ça donne en tout cas l'envie. C'est beau à voir. Et si vous vous souvenez de le jour où on a posé, en tout cas, lancé les travaux, on ne pouvait pas imaginer que à ce jour, tu vas là-bas, tu ne pouvais pas imaginer que c'était les mêmes lieux. C'était une grande brousse.
c'était une grande brousse. Il faut saluer cela. C'est une innovation. Donc, je pense que les travaux, l'infrastructure est en tout cas belle à voir, et ça donne envie en tout cas de vivre. La fierté aussi. Effectivement, ça va désengorger, et en tout cas limiter, je ne dis pas éliminer carrément les embouteillages, mais ça va limiter quand même puisque les 4 ponts construits depuis l'indépendance sont vétustes. Et à des moments, quand ils se gâtent, il faut attendre, parfois les enfants 2 ou 3 jours pour attendre en tout cas la réparation. Mais si en tout cas on vit une telle infrastructure aujourd'hui, je pense que c'est à saluer. Et ça va donner, en tout cas, permettre à l'économie en tout cas de respirer, de bouger. Si vous de Sénégal, Guinée-Bissau, Koundara, Gawal, beaucoup passent par là pour venir à Conakry. De Conakry, vice versa. Donc il y a Fria, Bofa, Boké, c'est des zones en tout cas minières. Donc je pense que c'est agricole à la fois aussi. Effectivement, je pense que c'est à saluer. Il faut multiplier en tout cas ce genre d'initiative. C'est une première en Guinée, mais il faut en tout cas désengorger. C'est pas que Boké ou bien Tanéné. Il y a d'autres villes qui en tout cas regorgent beaucoup de ressources dont les populations ont besoin. Donc il faut aller et désengorger et permettre aux populations, aux communautés de vivre effectivement de nos ressources naturelles. Oui, Mohamed. Souvent, le véritable souci, on le rappelait tantôt dans ce studio, c'est l'entretien. L'entretien de ces infrastructures, vous l'avez aussi rappelé par rapport aux 4 ponts métalliques, dont, c'est-à-dire l'entretien souvent improvisé même en pleine journée, était notamment fatidique pour les usagers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en termes quand même de politique pour maintenir l'entretien concernant ce joyau? Je pense que le Guinéen n'est pas les Guinéens ne sont pas habitués à de telles choses, mais il faut s'habituer en tout cas, je pense que c'est salutaire. Si on parle de poste de pont de péage, c'est une nouveauté. Et c'est payant. C'est ça même. C'est ça la nouveauté surtout. Si vous voulez en tout cas la beauté, oui, la beauté est là, mais il faut s'acquitter d'un devoir. Il faut payer pour passer. Donc, il y a des poids et il y a des mesures. La sécurité est là, tout est mis en place pour en tout cas entretenir. Et je pense qu'ils ont pris une initiative, et même en fonction des poids des engins, même les motos. Chacun doit payer. Il y a une bascule qui est là. Oui, donc par exemple, les motos, c'est à 5 000 francs guinéens. Et les tricycles, quadricycles, c'est 10 000 francs. Les véhicules légers, 20 000 francs. Véhicules intermédiaires, 30 000. Les poids lourds, en tout cas au autocar, 70 000. Et les autres poids lourds, en tout cas à 110 000. Donc chacun connaît en tout cas le prix qu'il doit payer. Et quand tu viens, je pense que ça donne envie en tout cas de passer par là. Et donc il faut que les Guinéens s'habituent à aider l'économie guinéenne, en tout cas de souffler, et pas simplement vous dire que oui, l'État n'entretient pas. C'est nous-mêmes. Quand nous entendons l'État, c'est nous-mêmes. Ça commence par nous. Puisque si tu entends un dirigeant, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière. Donc il faut, les Guinéens sont invités à entretenir, c'est pas que l'État seulement. Nous aussi, nous sommes l'État, il faut entretenir. Les usagers sont invités en tout cas à bien faire en tout cas usage, pour en tout cas permettre de garder bien ce bijou. Ansou Bailo Baldé, merci pour votre disponibilité, Ansou. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on continue sur le deuxième sujet. Le Conseil national de la transition a adopté ce vendredi 25 avril 2025 une loi spéciale pour la tenue du référendum constitutionnel du 21 septembre prochain. C'est un instrument juridique qui fixe les modalités d'organisation, le fonctionnement et la réglementation du processus référendaire. Une initiative portée par le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation. Une nouvelle loi qui précise les conditions requises pour être électeur, le rôle de la haute autorité de la communication, mais aussi un organe chargé
de l'organisation du scrutin dont la mission est d'appliquer les textes législatifs et réglementaires, mais aussi le fichier électoral, entre autres. Analyse à suivre dans ce studio et sur ce plateau avec vous, Mohamed Loba. Oui, il faut le dire, c'est tombé le vendredi, le 25 avril 2025, où, disons, les conseillers nationaux étaient réunis au Parlement, au Palais du Peuple, à l'hémicycle, pour l'adoption de cette loi spéciale. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ce projet de loi? Il s'agit d'un projet de loi. Bon, enfin, ce projet de loi dont la commission loi et les commissions d'avis ont été saisies est intitulé loi définissant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée. Bien. Alors, l'adoption de cette loi spéciale a pour objet de permettre quand même l'organisation du référendum constitutionnel en vue, disons, d'adopter la nouvelle constitution. Elle est répartie, disons, en sept chapitres, si vous l'avez parcouru. Le premier qui est consacré à la saisine initiale même du CNT, d'un projet de loi organique portant code électoral. Le chapitre 2 qui parle de la saisine finale du CNT du projet de loi référendaire. Alors vous avez le chapitre 3 qui parle quand même de la campagne référendaire, le chapitre 4 qui parle des questions particulières, disons, relatives au référendum, et le chapitre, disons, 5 qui parle du contentieux référendaire, aussi également les chapitres 6 et 7 qui parlent de l'interdiction et sanctions concernant le non-respect de la présente loi. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cette loi spéciale? Cette nouvelle loi précise les conditions requises à Yaya Diallo pour être électeur, notamment le rôle de la haute autorité de la communication durant la campagne, disons, référendaire, ainsi que les modalités de déroulement du processus référendaire. Il y a beaucoup de nouveautés dans cette nouvelle loi. Il faut le dire que c'est une loi organique parce qu'elle institue quand même l'organe chargé de l'organisation du scrutin. Celui-ci, cet organe aura notamment pour mission d'appliquer les textes, disons, les textes législatifs et réglementaires en matière de référendum, de gérer le fichier, c'est-à-dire électoral biométrique, qu'on est aujourd'hui en train quand même de s'offrir, d'élaborer une stratégie de communication et de sensibilisation et de produire également tous les documents électoraux. Alors, il revient quand même aussi d'élaborer un code de bonne conduite, de participer à la mise en place d'une unité de sécurisation du scrutin, de centraliser les procès verbaux. C'est, disons, quelque chose qui a quand même été dévolu à la CENI, je crois bien, dans les années passées. Oui, ça c'est l'ONASUR, l'observatoire. Évidemment, c'est la nouveauté. Justement. C'est la nouveauté. On parle d'observatoire, de supervision du référendum. Autre nouveauté, vous l'avez rappelé, c'est la loi. Cette loi crée l'Observatoire national autonome, disons, de supervision quand même du référendum constitutionnel, l'ONASUR. L'ONASUR, cet organe est chargé donc de veiller au respect du chronogramme électoral, à la mise en place du temps du matériel de vote, et puis à la supervision des opérations de vote et de centralisation, ainsi qu'à la transmission des procès-verbaux à la Cour, disons, à la Cour suprême. Il examine également les réclamations électorales et transmet un rapport général quand même aux autorités compétentes. Bien. Yam Chachek, est-ce que nous avons en miniature ici un code électoral d'exception? Non, mais justement, c'est cela il s'agit. Alors, c'est jusqu'ici, vous vous rappelez, lors de la fixation de la date de l'organisation des élections, du référendum constitutionnel, je veux dire pas des élections, mais du référendum constitutionnel. On sait combien de fois il y a eu un peu de tollé dans la cité, il y a eu des doutes qui ont été dégagés ça et là, et jusqu'ici, il y a des acteurs politiques qui pensent que cette date ne sera pas tenable. Alors, avec l'adoption de cette loi spéciale, c'est pour vous dire qu'on veut vraiment aller à l'essentiel, parce que les modalités dans le cadre de l'organisation du référendum constitutionnel qui sont définies là,
nous prouve à suffisance qu'on veut vraiment maintenir cette date qui a été fixée par le ministère. Par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et même si derrière, des doutes vont continuer à surgir, mais nous pensons que du côté du CNT, ça se vote de l'autre côté, parce qu'il faut comprendre. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de barrer la route à des spéculations après le vote référendaire. Donc, il faut se conformiser conformément à la loi et au texte, à la matière. Quel syllogisme. Alors, vous savez que toute procédure démocratique exige un encadrement juridique, un encadrement juridique rigoureux, garantissant la transparence, de la régularité et de sa légitimité. C'est ce qu'a rappelé le ministre Ibrahim Khalil Condé vendredi de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alors, c'est une loi sur proposition du ministère de l'administration. Évidemment. C'est l'initiative. Non, mais c'est ça. Vous savez que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est en charge d'organiser les élections en Guinée. Donc, bien avant la tenue des élections politiques, il faut passer d'abord par le référendum constitutionnel, connaissant le Guinéen qui, après toute initiative, quelle qu'en soit la transparence, quel qu'en soit le résultat, on sait que derrière, il va y avoir encore des commentaires douteux par rapport au résultat. Et donc, il faut commencer par respecter, en tout cas, les critères, d'où l'initiative de cette loi spéciale qui va encadrer les résultats qui vont tomber finalement après le référendum constitutionnel. Et donc, moi, je dis que c'est une loi qui est à saluer, en tout cas. Le CNT a fait un bon boulot de ce côté-là. Et donc, on attend, jusqu'à ce jour, on attend le 21 septembre pour la concrétisation de tout et de tout. Bien, est-ce qu'il faut rappeler déjà ce que nous avions tenté d'être en contact avec plusieurs conseillers, notamment la commission constitution, loi et tout ce qui s'ensuit. C'est difficile de ce côté-là. Et on nous apprend que c'est le président du CNT qui donne l'ordre. Donc, s'il n'est pas d'accord, on ne peut pas s'exprimer. Personne ne prend la parole. Et nous sommes au Parlement. Il faut le rappeler, il faut le préciser. Plus de 5 conseillers, nous avons tenté d'être en contact avec eux. Le dernier, c'était M. Ali Kiam, une sommité intellectuelle, il faut le reconnaître. Mais il dit que c'est le président, le Bélébéléba, le docteur Zanzakourouma qui doit pouvoir donner son accord. Et finalement, l'accord n'a pas été donné, que personne n'a pu prendre la parole. Parce que c'était les mieux placés quand même pour expliquer cela au peuple de Guinée, la portée de cette loi, et voilà, sa mission, ses attributions, éventuellement des jaunes d'ombre, puisque c'est le droit a besoin des explications. Malheureusement, pour l'instant, la disponibilité n'est pas acquise au niveau du Conseil national de la transition. Une précision très importante, Mohamed Loba. Oui, mais la précision, elle est très importante parce que expliquer, disons, cette loi spéciale aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux citoyens guinéens qui sont des potentiels, disons, il faut dire, électeurs, je crois que c'est très important parce que cette loi, aujourd'hui, encadre quand même l'organisation du scrutin, disons, référendaire, et voilà l'élaboration, on parle du code électoral, parce que tout ce qui s'ensuit concernant le rôle des institutions, notamment la HAC dans la campagne même référendaire, parce que ça parle de beaucoup de choses, y compris pour les politiques aujourd'hui, parce que la plupart, vous savez, ce sont des textes juridiques, parce que si ce n'est pas bien interprété, la compréhension ne va pas être facile. Bien. Et si la compréhension n'est pas là, ça veut dire que chacun va aller de son commentaire et finalement, c'est l'État qui perd, tout simplement, parce que disons, cette loi organique qui est là aujourd'hui, qui a été adoptée par les conseillers eux-mêmes à l'unanimité vendredi dernier, il faut dire qu'il faut passer à l'autre étape qui est de vulgarisation, qui est la vulgarisation. Alors aujourd'hui, passer dans les médias pour expliquer cela, je crois que ce n'est pas quelque chose que nous... C'est pas de l'eau à boire, c'est leur mission. Ce n'est pas de la mer à boire quand même, c'est leur mission. Si vous adoptez quelque chose, c'est-à-dire
tout le monde n'a pas le même niveau intellectuel et quand même pour comprendre certaines choses. C'est pourquoi même par rapport à l'adoption de la nouvelle constitution, à l'unanimité surtout, par rapport à la nouvelle constitution, à l'adoption de la nouvelle constitution, enfin même le projet de constitution, l'avant-projet, et le CNT est passé presque ou a fait quand même le tour de la Guinée. C'était pour vulgariser cet avant-projet qui était là, expliquer aux citoyens de quoi s'agit-il, quel est son contenu, quels sont, c'est-à-dire voilà, les articles qui le composent, cet avant-projet-là, et comment ça va être, quels bénéfices tirer pour les populations. Et pourquoi cette loi spéciale? Voilà, je crois que tout cela était important que ces conseillers eux-mêmes quand même prennent d'assaut les plateaux, les différents plateaux de télé, les différents studios de radio, voire même la presse en ligne ou la presse écrite pour expliquer et expliciter réellement ce nouveau texte qui est là aujourd'hui en termes quand même d'organisation d'élections référendaires, en termes d'organisation du scrutin référendaire dans notre pays. C'est très important et c'est très essentiel. Maintenant, dire qu'il faut attendre l'autorisation du patron du CNT pour prendre la parole en termes d'explication, je ne sais pas. On a peur de quoi ou qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'aujourd'hui, c'est un texte qui n'est pas quand même caché. C'est inadmissible. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Voilà. Cet autre fait aujourd'hui, parce que je crois quand même que cela n'est pas au bénéfice, disons, du CNT. Le CNT a besoin quand même que cette nouvelle loi soit comprise. Elle n'est pas portée par le CNT. Disons, l'initiative, c'est pourquoi même dans les 2 premiers chapitres, on parle de la saisine du CNT par rapport à ce projet aujourd'hui qui a quand même abouti, disons, à l'adoption de cette loi spéciale. Il faut dire que la loi, dans sa composition, je ne suis pas juriste, ce que je vois littéralement et littéralement, c'est-à-dire elle est très belle, cette loi. Ça a été toujours comme ça, oui. Évidemment, maintenant par rapport à l'application. Parce que si vous prenez... par exemple, disons le chapitre 5 qui est consacré au contentieux référendaire, je crois que c'est énormément, c'est énormissime, c'est importantissime, parce que nous le savons très bien au sortir de chaque scrutin chez nous. C'est vrai que des scrutins référendaires, on en a connu peu après celui de septembre, disons 1958. Je crois quand même il faut aujourd'hui enseigner cela, essayer, tenter le tout pour le tout, et puis de vulgariser il y a eu d'autres référendums, 2003, le référendum, vous vous rappelez, 2011, le référendum constitutionnel. Je crois que ça c'était dans les années 2000. Il y a eu aussi en 93. Les années 2000. Maintenant, on parle du temps moderne. Il y en a peu pour aujourd'hui quand même la génération qui est là. Et on en a assisté à peu d'organisations en termes de scrutin. Le professeur Fakon en a fait en 2020 aussi, référendum constitutionnel. Il faut le rappeler. Par rapport au contenu, je crois que c'est essentiel parce que si vous prenez également le chapitre 4 qui est consacré aux questions particulières relatives au référendum, c'est très important. C'est comme aujourd'hui le recensement biométrique, il y a eu même la mise en place d'un centre d'appel. C'est important, tout cela. C'est pour permettre aux citoyens de comprendre réellement, d'être au même niveau d'information que les intellectuels. Yam Chachek, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est clair que si le code électoral pouvait constituer un frein à ce processus référendaire-là, on peut dire que ça en est terminé. Il y a une loi spéciale déjà qui est mise en place, adoptée, il faut le dire comme ça, il reste la promulgation, bien entendu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les Guinéens ont besoin des explications, et les mieux placés, c'était le Conseil national de la transition. De l'autre côté, les lignes ne se bougent pas. Nous avons tenté, il faut le rappeler encore une fois, c'est important, c'est pour l'histoire. Nous avons tendu le micro aux conseillers, et puis voilà, ils se sont rejetés la responsabilité finalement. On a ramené la question au président du Conseil national de la transition. Apparemment, celui-ci n'a pas donné son accord. C'est ça la vérité. Alors que le CNT n'est pas un cas militaire. Bien. C'est pas un cas militaire. C'est un parlement. C'est un parlement. Où la démocratie doit rester demeurée. Oui, rester demeure. En tout cas, une priorité. Il faut défendre ceux qui sont là-bas, représentent les sans voix, ceux qui n'ont pas de voix. Ils sont là-bas, ils nous représentent. Alors, si on a besoin des explications, ils doivent nous donner des explications. Donc,
si vraiment c'est le président du Conseil national de la transition qui doit donner des ordres pour qu'un conseiller puisse prendre la parole pour expliquer à l'opinion nationale c'est quoi le pour et le contre de cette loi les spéciale. Contours de la loi. Justement, en un mot, les contours de la loi. J'ai parlé de français facile pour contre, en tout cas, de cette loi spéciale. Donc, il faut dire qu'on a besoin qu'au CNT, qu'on lève le verrou. Qu'on lève les verrous parce que à cette allure-là, on n'est pas satisfait. Si un conseiller doit forcément se sentir biaisé en termes de la prise de parole parce que tout simplement le numéro 1 de l'institution n'a pas donné son accord pour dire exactement ce qu'il faut dire sur cette loi aussi spéciale que spéciale. On a besoin de savoir en tout cas ce qui se passe, peu importe nos analyses aujourd'hui, l'opinion sera beaucoup plus éclairée si toutefois on avait eu un conseiller spécialiste en la matière. Mais blackout du côté du CNT, on rejette tout à Dansa Kourouma et on sait qu'on ne peut pas avoir dans ça à tout moment parce qu'il a beaucoup à faire. Mais derrière, si tous les répondants qui sont là-bas ne peuvent pas répondre à nos questions, je crois qu'il y a problème. Et de ce côté-là, il faut revoir la partie Yahya. Justement, il faut revoir la partie et je pense que c'est important de le souligner encore une fois. Il ne s'agit pas forcément d'avoir le docteur Dansa, il s'agit là d'un ordre. En tout cas, tout ne peut pas passer par lui. Évidemment, même si vous vous rappelez, par exemple... On avance avec le sujet, là. Vous savez, on n'a plus de temps, on a un invité au niveau de la dernière partie, donc à partir du Vatican. Nous avons un sujet, voilà, moi, est-ce que vous voulez qu'on sorte ce sujet-là? Je ne pense pas que ça soit le cas. On l'avait rappelé ici, on m'a dit, encore une fois, les politiques montent au créneau et la transition semble ne pas tenir compte, effectivement, comme chez Filoka au Niger, au Burkina Faso. C'est un peu aussi le cas en République Guinée. Ici, il y a des traits de ressemblance entre les transitions. Au niveau du Mali, il faut le rappeler, Yam Sachek, la classe politique dans son ensemble, généralement, dont les partis ont été suspendus, il faut le rappeler, en 2024, plusieurs partis politiques, pas les moindres, pour ne pas dire les plus grands... Il y a une dissolution de façon générale des partis politiques, d'ailleurs, avant la reprise. Au Mali, non, ils craignent la dissolution. Elle n'est pas acquise, elle n'est pas actée. Il y a une suspension. Donc, suspension de leurs activités. Donc, ils ne peuvent pas se mouvoir. Pour l'instant, ce n'est pas acté, la dissolution, mais ils craignent tout de même cette dissolution, puisqu'il y avait un meeting qui a été annoncé pour dénoncer tout cela, un meeting qui n'a pas pu avoir lieu, parce que tout simplement, le pouvoir de Bamako n'a pas donné son accord, et ce meeting-là s'est transformé en une conférence de presse, où ils ont dénoncé plusieurs mots dont souffre aussi la transition malienne. Yam Sachek. Vous avez rappelé, d'abord, ça a commencé par la suspension des activités des partis politiques, de plusieurs, ou d'ailleurs des partis politiques au Mali, après des assises nationales. Et il y a eu cela. Aujourd'hui, la volonté est exprimée. Au Mali, on veut limiter les partis politiques, sinon les dissoudre. En tout cas, c'est ce qui se manifeste aujourd'hui. Car depuis 2 semaines environ, des concertations se tiennent, des concertations entre autres encadrées par la junte militaire au pouvoir, des concertations qui ont pour but de dissoudre les partis politiques, d'abord en commençant par la mise en place d'une charte des partis politiques qui a pour objectif de dissoudre les partis politiques. C'est contre aujourd'hui cette volonté qu'il y ait vent debout du côté des partis politiques qui ont décidé de mettre en place une coalition regroupant ces acteurs politiques pour dénoncer en tout cas cette même mise entre guillemets que la junte militaire veut avoir sur les partis politiques. Et vous vous rappelez, depuis en tout cas le putsch de 2020, la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, au Mali, il y a une sorte aujourd'hui de verrou sur les partis politiques. Les partis politiques qui n'ont plus une certaine liberté. Et donc aujourd'hui, on craint une dissolution
en tout cas de beaucoup de partis politiques, au détriment de ceux qui peuvent être à la solde du régime militaire. Alors, on veut parler de la refondation, comme c'est devenu un slogan, peut-être que la Guinée est devenue une pièce maîtresse, je veux dire, qui instruit aujourd'hui, qui inspire, une pièce inspiratrice des autres pays en transition. Au Niger, on parle de la refondation, Mali, on parle de la refondation, Burkina Faso, on parle de la refondation. Même ceux qui connaissent qui ont connu la transition avant nous, tout le monde aujourd'hui parle de la transition, de la refondation. Bien. Alors, ils sont nombreux, ces partis politiques qui lèvent le ton, qui montent le ton aujourd'hui. Il s'agit de M5 RFP Mali Koura, Adema PASJ, Yelema, le Parena, Alternative pour le Mali, le PS Yelen Koura, l'ADRP, le collectif Mali Koyereko, le VNDA et il y a aussi le CNDR. Tous ces partis politiques aujourd'hui lèvent le ton contre la volonté de dissoudre ou les partis, les voix discordantes, parce qu'il faut le dire comme ça, c'est pas tous les partis politiques, mais seulement les voix discordantes. Yaya, on en parle avec notre invité. Justement, on en parle avec notre invité qui nous a lâché à la dernière minute, il faut le rappeler, du côté de Mali. Mais qu'à cela ne tient, on nous signale au niveau de la technique, il est l'heure pour s'acquitter de nos obligations commerciales. Autant pour nous d'observer une courte pause et nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité.
Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. C'est la dernière ligne droite de cette émission, le scanner. On était sur ce sujet concernant la République du Mali. Vous savez que le Mali aussi est en transition depuis plus de 4 ans, disons comme ça. Yam Chachek, on était sur cette situation aussi qui perdure, une crise qui s'alise du côté de Mali, une classe politique qui crie au vendetta. Mais justement, c'est qu'on veut aujourd'hui au Mali prendre des politiciens ou des acteurs politiques comme le problème du Mali, alors qu'au Mali, il y a vraiment d'autres problèmes. Un des acteurs l'a rappelé lors de la conférence de presse à la Maison de la Presse au Mali que les partis ne constituent pas un problème pour le Mali. Au contraire, ils constituent une solution et les problèmes du Mali sont ailleurs. C'est l'insécurité, la cherté de la vie, ainsi que les enjeux liés à la santé et à l'éducation. Alors aujourd'hui, ils disent qu'ils ne veulent pas d'instance pour être limités. La charte, parce que lors des assises nationales pour la refondation, vous vous rappelez, en 2022, il était question de mettre en place une charte des partis politiques. Yeah. Ça a été décidé lors de ces assises nationales de la refondation, justement. Alors, la charte des partis politiques, aujourd'hui, il y a des concertations, je le disais à l'entame, des concertations se tiennent. Ces concertations sont même aujourd'hui sécurisées ou entretenues, s'il faut le dire, par le pouvoir militaire en place. Et donc, l'objectif, c'est de mettre en place une charte des partis politiques qui aura pour objet de dissoudre des partis qui ne filent pas le même coton que la junte. Et on va se limiter à maintenir ne serait-ce que la minorité qui est à la solde de la junte militaire au pouvoir. Yeah. Alors, c'est ce qui fait aujourd'hui grand bruit du côté du Mali, puisque la constitution malienne est claire là-dessus. Vous savez que le Mali a déjà adopté une constitution avec le régime. Avec le régime. On croyait aller aux élections. Tout est là. Mais c'est comme si rien n'existait. Normalement, c'était le 26 mars 2024 qu'on avait choisi pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est ce que dénoncent également ces acteurs politiques. Parce qu'ils pensent que derrière, la junte militaire a failli à un engagement vis-à-vis de son peuple. On pense qu'on est en train d'amuser la galerie vis-à-vis d'un peuple qui n'est plus écouté, plus qu'au-delà d'aller, au-delà de favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. La junte malienne mise sur beaucoup de projets, notamment la sécurité. Et pour celui qui connaît bien le Mali, avec tout ce qui tourne autour du djihadisme et entre autres là, et s'il faut finir avec tout ce problème de sécurité pour se pencher du retour à l'ordre constitutionnel, étant donné que la Constitution a fait, comment dirais-je, la transition perdure depuis près de 5 ans maintenant au Mali, vous allez comprendre que ça pose problème. Alors, la dissolution des partis politiques, aujourd'hui on en parle au Mali et les acteurs sont contre Yahya. Bien, les acteurs sont contre,
Mohamed, mais ce qu'il faut dire, c'est que je le rappelais à l'entame de cette émission, il y a des traits de ressemblance aujourd'hui entre ces différentes transitions. Surtout même, c'est là qui compose l'AS, où on ne veut plus entendre d'opposition, on dissout, on suspend. Vous savez, quand la transition commence à devenir longue, des problèmes surgissent de partout. Le cas malien, c'est difficile. Le cas malien est devenu très difficile, notamment à maîtriser et même parfois même à en parler. Parce que si vous regardez tout ce qui se passe au Mali, tout existe, mais rien n'existe. Yeah. Tout existe, mais rien n'existe. À un moment donné, on pensait que... Il y a tout, mais il n'y a rien. À un moment donné, on pensait vraiment avoir fini avec la transition et qu'on s'est dirigé vers une élection, notamment présidentielle, pour élire un nouveau président à la tête de la République du Mali. Chose qui a été en rêve jusque-là, difficile à réaliser, on ne sait pas le blocus se trouve où. Et pendant ce temps, on organise quand même ou on enclenche une chasse aux sorcières vis-à-vis des politiques, notamment des opposants. Et aujourd'hui, la restriction de liberté politique, on parle de dissolution, notamment des coalitions de l'opposition. Je crois que tout cela, quand même, aujourd'hui, risque quand même d'entretenir ou vraiment de faire naître des tensions à un moment donné où on n'en a pas besoin dans un pays qui fait face quand même au djihadisme ou tout ce qui s'ensuit en termes quand même d'insécurité. Donc aujourd'hui, le problème, le Mali, c'est comme si le pouvoir faisait face à c'était un triple problème, même pas un double problème. Un premier problème, je le rappelais, face à ces djihadistes au nord. De l'autre côté, vous avez des politiques qu'il faut, vaille que vaille quand même, disons, morfondre dans leur position ou dans leur liberté de se mouvoir ou quand même de nous talonner vis-à-vis réellement de la durée de la transition. De l'autre côté, vous avez un pouvoir qui cherche quand même à se solidifier davantage et puis voilà, vous avez un président qui parle moins. Rarement ou qui ne parle même plus et puis voilà, le silence de cathédrale, on fait ce qu'on veut. Et c'est difficile aujourd'hui quand même de comprendre parce que la plupart, si vous voyez, disons, les arguments brandis par le pouvoir, vous allez comprendre encore une nouvelle fois que vraiment on est loin de la fin de la transition. Justement, on est très loin au niveau de... On n'en parle d'ailleurs pas déjà. Le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, je crois que ça semble être un lointain souvenir pour les Maliens. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des aspects, il y a une juxtaposition de problèmes au niveau du Mali, puisque le djihadisme qu'on pensait avoir, disons, neutralisé, ça surgit de partout. Nous avons de l'autre côté aussi une escalade politique, parce que ces politiques-là disent ne pas vouloir abdiquer, ce qui est en train de se dessiner à l'horizon, c'est-à-dire que leur dissolution, que quand vous êtes dissous, vous n'existez plus juridiquement et vous ne pouvez plus compétir. Donc il y a un tas déjà de problèmes aussi qui s'annoncent de ces côtés-là. Et c'est le même cas aussi au Niger. C'est vrai qu'au Niger, pour l'instant, tout le monde semble s'en accommoder. Au Burkina Faso, la même chose, mais c'est des choses qui peuvent surgir à tout moment. Et je pense qu'il est important de l'autre côté aussi qu'on n'essaye pas de regarder ailleurs, de faire face à une réalité qui consiste à appeler tout le monde autour de la table. La vie elle-même passe par le dialogue, on n'invente absolument rien. Et je crois que c'est en cela que les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, tous les États au monde pourront parvenir à surmonter des problèmes qui sont existentiels et qui sont inhérents à toutes les sociétés au monde. Mais tout passe par le dialogue, il faut que les uns et les autres puissent cerner cela. Alors si vous êtes d'accord, on passe au 4e cisé. Je le disais, décédé le 21 avril dernier, les funérailles du pape François ont été organisées ce samedi à la place de Sainte-Pierre du Vatican, réunissant pas moins de 400 000 fidèles et de nombreux dirigeants du monde venus assister à ses obsèques pour lui rendre un dernier hommage. Que peut-on retenir de cet hommage légendaire? Nous aurons bout de fil, si tout va bien, Père Stani Kambashi depuis Vatican. Vous pouvez encore une fois, chers auditeurs et téléspectateurs, interagir à travers nos canaux digitaux. Nous allons tenir compte de vos propositions, de vos SMS, voilà, de vos réactions sur toutes les plateformes numériques du groupe Kavi Média. Mais en attendant, Mohamed Loba, Lopa François, on le disait la semaine passée,
On le disait, le pape François, il a été, on lui a rendu un hommage planétaire, il faut le rappeler, du côté du Vatican, réunissant plus de 400 000 fidèles, plusieurs dirigeants, pas les moindres du monde entier, notamment africains, ont pris part à ces obsèques. Oui, aujourd'hui, les jeux quand même restent... on nous apprend, Mohamed, on nous apprend que notre invité est déjà là, on reviendra après son intervention. Je pense que on nous apprend que Père Stani Kambassi est en direct. Mon père, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Père. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Merci d'accepter notre invitation. On le disait il y a de cela une semaine, je crois que c'était le lundi passé, sur le décès du pape François. Les funérailles ont eu lieu ce samedi, réunissant plusieurs, pour ne pas dire des milliers et des milliers de fidèles, mais aussi des dirigeants du monde entier. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée du samedi 26 avril 2025? Merci pour l'invitation, merci pour la parole. C'était une journée mémorable. C'était une grande journée. Je vous ai entendu parler du nombre. Il y avait 400 000 personnes qui ont participé aux obsèques du pape François. On peut dire que c'était un grand témoignage que le pape François a laissé. Ça signifie que c'était un homme bien, un homme qui a été aimé, un homme qui a touché les cœurs. À voir les différentes délégations qui ont fait les déplacements de Rome, on peut dire que le pape François était une personne qui a su mettre l'homme au centre. Ça, c'était une sorte de reconnaissance que toutes ces personnes sont venues lui dire et lui rendre hommage. Oui. C'était en tout cas une grande journée. Et il y a eu pas mal des personnes qui ont suivi, même en ligne, même au loin. Et ceux qui étaient sur place, c'était vraiment des milliers, des centaines, des milliers de personnes. Le pape François, on peut dire, a été dignement pleuré. Il y a eu un grand hommage et il a été aussi dignement enterré dans la simplicité selon sa propre volonté. Mohamed Loba. Oui, aujourd'hui quand même, après, disons, ces funérailles grande taille, disons, il faut le dire comme ça, des funérailles de taille, où il y a une mobilisation historique énormissime, et la présence des présidents, c'était à travers le monde. Aujourd'hui, au lendemain de ces funérailles-là, les yeux restent rivés sur quand même, disons, les cardinaux électeurs. Aujourd'hui, à Vatican, quelle est l'atmosphère? L'atmosphère au Vatican est un peu plus calme, dirions-nous, parce que pour le moment, nous sommes en fait en deuil. Les jours des funérailles du pape commencent les deuils officiels. Un deuil qui va durer 9 jours. C'est la période qu'on appelle Novem Diales. Et c'est seulement après ces 9 jours de deuil que pourra commencer les conclaves qui élira un nouveau pape. Ce que les cardinaux font maintenant, on les appelle les congrégations générales. Ce sont des réunions qui leur permettent de se familiariser, de se connaître, mais aussi d'aborder différentes thématiques de l'Église et du monde pour permettre de tracer un profil du prochain pape, ce qui pourra être le prochain pape. Et entre-temps, chaque jour, il y a une messe célébrée par un cardinal, et puis il y a d'autres moments de prière. Donc pour le moment, nous sommes en fait en deuil. Et l'atmosphère est celui-là, spirituelle, des recueillements, pour pouvoir permettre de faire son deuil, et aussi aux cardinaux de faire leur travail en attendant les conclaves. Alors les conclaves, vous avez l'appelé ici, c'est après les 9 jours de deuil. Ces 9 jours débutent quand? Hier, je crois. Les 9 jours ont débuté les jours des funérailles du pape, donc samedi 20. Le 26 avril 2025. Au 3e. Bien, nous sommes au 3e jour. Oui. Hier, c'était le 2e. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour des Novem Diales, donc de la période de deuil. Alors, si vous comptez, donc le conclave pourrait commencer autour du 5, 4. Les conclaves ne commencent qu'après ces 9 jours de deuil. Et il va commencer, tous les cardinaux
électeurs vont entrer. Et puis, entre eux, ils vont le dimanche prochain, alors, les 9 jours. Bien. Alors justement, mon père, des cardinaux électeurs, je vais dire, on en parle à travers même les médias, à travers le monde. Beaucoup sont plébiscités, mais aujourd'hui, la question en tant qu'Africain, on se demande quel est le sort des Africains qui sont visés dans ce cas de figure. Pressenti. Oui. C'est une question que beaucoup posent et comme vous dites, ça fait objet de beaucoup de spéculations. Chacun fait un peu la publicité du cardinal de son coin, ainsi de suite. Je me rappelle que la fois passée, vous aviez posé la question sur les cardinaux africains électeurs au conclave, le cardinal Robert Sarah. Yeah. Le Guinéen Robert Sarah. Le cardinal Fridolin Mbongo, il y a le cardinal Ignace Bessi, Robert Sarah, le cardinal Sarah de la Guinée, voilà. Bien. Et participer au conclave. Bien. Allez-y. Un souci de liaison avec notre invité, Père Stani Lambashi, depuis Vatican. Vous êtes là? On y va. Yamcha Cheikh, on a suivi en partie en attendant que la réalisation, essayer d'être en contact encore de nouveau avec notre invité, Père Lambashi. On l'a écouté. Ce sont des funérailles, il faut le dire, historiques qui se sont passées à la hauteur même de la stature de l'homme du côté du Vatican. Justement, le pape François repose désormais à la basilique, je crois, Saint-Pierre. Saint-Pierre. Yeah. Et donc, on a écouté le père qui nous parlait d'un événement historique. En tout cas, tous les fidèles, depuis la mort de François, sont venus vraiment faire des témoignages. Et depuis, on a vu que même les lieux de prière catholique ne désemplissent pas. Yeah. Et à travers, un peu partout dans le monde, on fait des témoignages. On a perdu un pape rassembleur, un pape des pauvres surtout, il faut le dire, parce que ce sont les différents témoignages qu'on a connus de par le monde. Partout, on pense que oui, c'est le pape vraiment des démunis, des pauvres, ainsi de suite. Alors, ce qu'on a connu, environ 400 000 personnes, c'est une mobilisation grandiose, c'est quand même grand. Très bien. Pour ainsi dire. Je crois qu'on a rendu à Pape ce qu'il mérite. On nous apprend que notre invité est déjà là. Père Lambashi, vous étiez sur la question de Cheikh en ce qui concerne la cote de popularité des Africains pressentis à la succession du Père François. Oui, effectivement. Donc, nous disions que parmi les cardinaux africains, donc, il y a le cardinal guinéen, le cardinal Bokara, il y a le cardinal ghanéen Peter Turkson, il y a le cardinal congolais Fridolin Mbongo. Ce sont les plus cités parmi les Africains. Yeah. Mais n'oublions pas, il y a aussi l'Ivoirien, Ignace Bessi Dogo. Et je disais que tout cardinal qui entre dans ces conclaves peut être élu, pourquoi pas. Et certains ont dit qu'il serait bon qu'il se soit maintenant un Africain. Tout ce qu'on dit pour le moment, tout ce que l'Église peut souhaiter, c'est que l'Esprit Saint, que Dieu lui-même puisse révéler à son Église le Saint-Père qu'il veut, le pape selon son cœur. C'est que l'Église attend, c'est un pasteur, un successeur digne du pape François, qu'il provienne de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique. En tout cas, ce serait celui-là, les pasteurs de l'Église universelle. Mais notre fierté, c'est que l'Afrique est valablement représentée dans ces conclaves, sera représentée dans ce conclave. Alors, quel bénéfice ou quel avantage que l'Afrique pourrait quand même, disons, y avoir avec l'élection d'un cardinal, disons, d'origine africaine? Un bénéfice ou, disons,
vous voyez, l'Afrique est un continent où il y a beaucoup de croyants, il y a la foi de manière active. Les Africains y croient et il y a beaucoup de catholiques en Afrique pour le moment. La RD Congo est pour le moment le plus grand pays catholique d'Afrique, mais parmi les plus grands du monde, et on peut en citer d'autres. Alors, avoir un pape africain, ça va davantage raviver cette foi, et ça sera aussi perçu comme un signe de temps, pour dire que c'est le moment pour l'Afrique de pouvoir montrer ou participer vraiment de manière pleine au concert des nations. Et comme beaucoup d'experts le disent, a encore beaucoup donné. L'Afrique n'a pas encore tout donné. Attirera beaucoup de caméras sur l'Afrique et permettra à l'Afrique elle-même de se rendre compte qu'en fait, elle peut donner beaucoup et elle peut donner plus encore que ce qu'elle ne pense. Alors, ce sont des élections qui vont s'opérer, vous l'avez rappelé ici, les cardinaux électeurs. Est-ce qu'au visa de la composition de ces cardinaux électeurs-là, on peut dire que les Africains ou des Africains peuvent bénéficier de la volonté, enfin de la voix de la majorité de ces cardinaux électeurs? En tout cas, tout est possible. Tout est possible. Les cardinaux africains qu'on a mentionnés tout à l'heure sont assez connus. Par exemple, à la Curie, le cardinal Sarah a été préfet du dicastère pour les cultes divins et la discipline des sacrements. Ce n'est pas un inconnu. Bien. Il est bien connu. On connaît que c'est un auteur qui a écrit beaucoup d'ouvrages. On connaît qu'il est d'une spiritualité profonde. On connaît qu'il a été très proche du pape Benoît XVI. On connaît que c'est un pasteur. Donc, ce n'est pas un inconnu. Alors, celui qui verra un cardinal Robert Sarah saura à quoi il s'attend. Il saura à qui est-ce qu'il veut confier la destinée de l'Église. Celui qui verra un cardinal Turkson saura qu'il a été préfet du dicastère pour les services du développement humain intégral, un dicastère important. Par dicastère, nous entendons ministère dans un langage profane. Donc, c'est un haut placé du Vatican. Et celui qui connaît le cardinal Ambongo connaît ses prises de position. Donc, ce sont des profils assez forts, c'est pas n'importe qui. Et donc, ceux qui pourront leur donner des voix sauront que nous confions l'Église à des pasteurs, à des bonnes personnes qui pourront conduire la destinée de l'Église. C'est pour cela que je disais, l'Afrique pourrait, disons oui, pour le moment, s'il ne venait pas de l'Afrique, on va l'accepter, mais rien n'empêcherait pour le moment à un cardinal africain de l'être. Rien n'empêche jusqu'à présent. Alors justement, c'est le souhait des Africains qu'un Africain devienne, soit élu pape au Vatican. Mais pour le moment, la question pour la succession à pape François se pose toujours. Et il y a des noms qui sont cités de plus belle, mon père. On a Pietro Parolin, Matteo Maria Juppy et Pierre Battista Pizzaballa. Ces trois noms, en tout cas, occupent le premier rang pour le moment. Est-ce qu'on peut dire que ces trois noms sont les favoris? Bon, ça, ce sont des médias qui les disent. C'est un point de vue. Ça, c'est un point de vue. C'est leur point de vue. Mais on ne peut ni les confirmer, ni l'infirmer. C'est un point de vue, ça c'est une classification que vous avez citée. Il y a d'autres médias qui font une autre classification et d'autres personnes encore font une autre classification en fonction des critères qu'ils ont arrêtés, en fonction de leur connaissance de ces prix-là, en fonction de beaucoup d'autres critères. Pour le moment, on ne saurait ni confirmer ni infirmer ces listes. Quelqu'un de l'Amérique latine ferait une autre typologie, une autre classification. Quelqu'un de l'Asie en ferait une autre, celle que vous avez citée, et probablement. En tout cas, on saura se fier à différentes classifications. On peut en avoir 100. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que les cardinaux sont en congrégation générale, ils vont entrer en conclave et tout cardinal pourrait être élu. Vous savez, en 2013, lorsque le pape François a été élu, son nom ne figurait même pas sur différentes classifications que les gens faisaient. On ne pensait pas à un archevêque de Buenos Aires en Argentine. Et de manière surprenante, Dieu l'a désigné Louis. Nous
aussi nous attendre à une surprise, que parmi tous ceux qu'on cite, il n'y ait personne de celui-là, mais que quelqu'un d'autre vient d'ailleurs. Ça sera une joie de voir un pasteur. Si c'est l'un de ceux qu'on cite pour le moment, on va aussi l'accueillir. Un cardinal de l'Église. Et ce n'est pas celui-là qu'on l'accueillera aussi. Père Istani Lambashi, merci pour votre disponibilité. Merci à vous aussi. À très bientôt. Bien, Yam, sachez que 2 mots avant de rendre l'antenne. Non mais justement, on a juste compris parce qu'aujourd'hui avec la campagne... On a compris beaucoup de choses. Oui, la campagne faite surtout par les médias, on voit beaucoup de noms qui occupent le devant. Et quand vous partez sur les sites d'information, il est très rare même de tomber sur les Africains que nous sollicitons. Mais on a compris avec l'explication de mon père que vraiment c'est juste c'est de la bonne guerre pour les uns et les autres. Chacun est en train de faire la publicité. Une campagne médiatique. Une campagne médiatique autour... De son candidat, mais ce qui est sûr, il a rappelé tout à l'heure, lorsque Pape François a été élu, son nom ne figurait même pas, en tout cas sur la liste des favoris, mais Dieu l'a choisi et on pense que pour ce qui concerne les Africains, on peut garder espoir. Oui, Mohamed, en 2 mots. Je crois fermement que cette fois-ci, un Africain sera quand même élu pape au Vatican. Et je crois que ce rêve, il est permis. Et c'est bien possible que ce soit ainsi. Donc, ces 120 électeurs cardinaux qui vont entrer en conclave, je crois que... Et bien, comme ils sont déjà plébiscités chez nous ici en Afrique, parce que quand même il y a beaucoup d'avantages qu'un noir soit porté quand même à la tête de l'Église catholique, je crois aujourd'hui fermement que ce rêve pourrait quand même vraiment nous être réalisé. Bien, voilà, on n'aura pas le temps de lire tous les messages, mais nous allons prendre quand même ce message d'un de nos auditeurs, un des fidèles auditeurs de cette émission. Bonjour chers journalistes assermentés, bonjour les grands débatteurs du jour. On vous écoute avec intérêt et passion du côté de la Banque populaire maroco-guinéenne de Yimbaya. Votre débat du jour est super signé Ibrahim Sori, Ijo Kamara. Ijo, merci de nous suivre du côté de la Banque populaire. Merci de nous suivre un peu partout. Ça n'est terminé pour ces numéros de ce lundi. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement.